L'Angleterre va couronner un nouveau roi et le tennis mondial va couronner lundi un nouveau numéro 1 mondial. Est-ce que ce sera la pépite montante, la pépite espagnole Carlos Alcaraz qui a été époustouflant dans cette deuxième semaine de l'US Open, que des matchs en 5-7 depuis ses huitièmes de finale, ou alors Casper Ruud, toujours discret mais toujours aussi consistant, et ça mettrait quand même un joli pied de nez si Casper Ruud devenait numéro 1 mondial. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de cette affiche en finale, cette affiche pour la première place mondiale. Ça fait bien longtemps qu'on a une affiche en finale où le vainqueur du match deviendra numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz peut devenir numéro 1 mondial s'il remporte ce match. Casper Ruud peut devenir numéro 1 mondial s'il remporte ce match. Premièrement, ça me fait plaisir parce que comme ça, on ne pourra pas dire, quoi qu'il arrive, « Oh, mais il n'a pas gagné de grand chelem, c'est nul, c'est un faux numéro 1 mondial. » Non, parce que quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce match sera numéro 1 mondial. Donc, le vainqueur d'un grand chelem sera numéro 1 mondial. Si c'est Alcaraz, il sera numéro 1 mondial, il aura un US Open. Si c'est Casper Ruud, il sera numéro 1 mondial, il aura un US Open. Ça, au moins, il n'y aura pas ce débat-là de « Ouais, il n'a pas remporté de grand chelem » comme Marcelo Rios, qui est d'ailleurs le seul joueur, sur le circuit ATP à ne pas avoir remporté de grand chelem et d'avoir été numéro 1 mondial. Deuxièmement, on va faire une grosse mention à Frances Tiafoe parce qu'il a été phénoménal dans ce tournoi. Il a fait vraiment un tournoi de psychopathe. Déjà, rien que le fait de battre Rafael Nadal, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est le seul à avoir battu Nadal en grand chelem cette année, hein, même si à Wimbledon, il n'a pas joué son match du tout face à Kyrgios. Peut-être que Kyrgios l'aurait battu. On ne le saura jamais, évidemment. Mais voilà, Frances Tiafoe qui a été, je trouve, étincelant, franchement étincelant, il a ébouriffé, il a été époustouflant, il a tout montré. Il a montré ses qualités de showman, ses qualités un petit peu sensibles. On a vu ses larmes après son match face à Rafael Nadal, ses larmes après son match face à Carlos Alcaraz, cette émotion qui le transportait, ce public qui le faisait vibrer. Je me souviens d'un match, c'était pendant le huis clos, c'était je crois en quart ou en huitième de l'US Open 2020 contre Daniil Medvedev, où il était éteint parce qu'il n'y avait pas de public et on sentait qu'il était zéro énergie, il n'avait pas envie. Et là, on l'a vu face à Nadal, le public était avec lui. Il a réussi à battre Nadal face à Roublev, le public était avec lui. Il a réussi à battre Roublev face à Alcaraz, le public aimait bien Alcaraz aussi, mais le public, voilà, le soutenait. Il était KO après 3-7, il était KO. 4e set, il est breaké d'entrée, il est KO. N'importe où, il aurait pris, je pense, 6-2 dans le 4e set. Et là, le public américain qui le pousse, il revient petit à petit. Et il va chercher ce 4e set au tie-break. Il a remporté d'ailleurs 8 tie-breaks. Il n'est pas perdu au sein de tie-break à Cincinnati. Je crois que ça fait 3 semaines qu'il a plus perdu un tie-break. Je me demande si c'est pas face à Nick Kyrgios, on a tie-break perdu à Washington. Franchement, c'est vraiment très bien de la part de Tiafoe, et ça montre aussi un aspect mental qui a changé chez lui. C'est-à-dire qu'il sait maintenant que quand il arrive dans un tie-break, il a les armes pour aller déranger n'importe qui, parce qu'il a les armes pour aller déranger, on a vu Andrei Roublev, pour aller déranger Carlos Alcaraz. Il a quand même cherché 2 tie-breaks face à Carlos Alcaraz. Le premier sur une double faute d'Alcaraz, une très mauvaise double faute d'Alcaraz quand même. Il n'y a pas de bonne double faute, mais une très mauvaise double faute d'Alcaraz sur balle de 7, et le deuxième tie-break dans le 4e set où pourtant il était cramé. Alcaraz aussi quand même, j'ose espérer qu'Alcaraz était cramé un petit peu, mais il était cramé, Frances Tiafoe, et il va chercher à l'énergie, il va puiser dans toutes ses réserves, et on le sent après, début de 5e, ça diminue un peu, il se fait breaker d'entrée, début de 5e, il réussit après à débreaker, mais il se fait breaker après quasiment dans la foulée, et c'est fini après pour Tiafoe qui malheureusement n'avait plus, on va dire, le jus pour aller chercher Carlos Alcaraz. Petit regret que j'ai sur Frances Tiafoe, c'est dommage qu'il n'ait pas poussé Carlos Alcaraz à servir pour le match, parce qu'il perd ce jeu à 5-3 où c'est lui qui est au service. J'aurais bien aimé qu'il remporte ce jeu et voir Alcaraz à 5-4, comment il aurait géré cette émotion, parce qu'il a quand même eu une balle de match à 5-4 dans le 4e set. Il a assez mal géré, je trouve, cette balle de match avec une amortie. Je pense que c'était pas le jeu. Il aurait dû, je pense, soit faire un revers croisé pour terminer le point, ou alors un revers long de ligne. Pas l'amorti, je pense que l'amorti c'est vraiment le pire quoi jouer, parce que Tiafoe avait quand même bien anticipé l'amorti, et puis il fait une contre-amorti après splendide. De toute façon, on a eu des points de mammouth. De toute façon, Alcaraz, c'est simple, ces 3 derniers matchs, c'est des matchs de titan. Ces 3 derniers matchs, les 3 sont peut-être dans le top 10 des matchs en Grand Chelem cette année. Le match face à Cilic était déjà très bien. Le match face à Sinner était
j'ai pas les mots. Franchement, le match face à Sinner, pour moi, alors il y a peut-être le Nadal-Medvedev aussi avec le contexte, tout ce qui s'est passé à l'Open d'Australie, mais en termes de niveau de jeu, le Sinner-Alcaraz était peut-être le plus beau match de cette année parce que c'est... Il y a tout eu, il y a eu le drame, il y a eu la dramaturgie de ce match, il y a eu un Alcaraz qui doit remporter le deuxième, qui le perd, qui doit remporter le troisième, qui le perd, un Sinner qui sert pour le match dans le quatrième, qui a balle de match dans le quatrième, qui perd, qui réussit à perdre le quatrième, un Sinner qui réussit à avoir le break dans le cinquième et qui perd ce cinquième set. On a tout eu, et en plus il y avait aussi un petit peu ce contexte entre les deux de la nouvelle génération, entre Alcaraz et Sinner qui venait de battre 2 fois à la suite Carlos Alcaraz. Voilà, on avait Sinner qui l'avait battu notamment à Wimbledon, ça aurait fait mal à Alcaraz de perdre à l'US Open. Mais on l'a vu après en conférence de presse, Sinner était défait, il a dit, mais il y a des défaites qui font mal, mais celle-là, elle va me faire mal pendant longtemps, parce qu'il perd en quart de finale, il a une balle de match, surtout qu'il n'a jamais fait de demi en carrière, Sinner, donc il perd d'1 point, on va dire, de sa demi-finale, et il perd surtout face à son plus grand rival, on va dire, en carrière, en tout cas son plus grand rival à ce jour, pour le moment. Il perd face à Carlos Alcaraz, ça fait mal. Carlos Alcaraz qui en plus maintenant est en finale et est en position peut-être d'aller chercher la finale de l'US Open, mais il y a un adversaire évidemment en face du court. Son adversaire en face du court sera Casper Ruud. Alors voir Casper Ruud en finale de Roland Garros, c'était peut-être quelque chose de prévu, mais voir Casper Ruud en finale de l'US Open, c'est plutôt étonnant. Alors il a bénéficié, c'est vrai, d'un tableau, on va dire, assez allégé. On va pas dire simple, on va dire assez allégé, mais il saisit les occasions. Tu as des joueurs, ils ont des tableaux allégés, ils ne saisissent pas les occasions. Je pense à Tsitsipas à Roland Garros, justement, il avait un tableau quand même assez simple pour aller en finale. Il y avait quand même Zverev, Nadal, Alcaraz, Djokovic en haut du tableau, et lui il était quasiment tout seul en bas, et il a perdu, il n'a pas réussi à aller chercher cette occasion. Ruud, je trouve que dans la tête, il est plus fort que ces joueurs-là, que Rublev, que Tsitsipas. Berrettini, c'est différent, parce que Berrettini, je trouve il est plutôt bon, mais il est juste, franchement, il n'a pas de chance, parce que Wimbledon, j'aurais bien aimé le voir à Wimbledon cette année, mais il n'a pas de chance, mais je trouve que Ruud, il est quand même plus fort que ces joueurs-là mentalement. Zverev aussi, c'est à part, parce qu'il est blessé. Medvedev, en ce moment, il est un petit peu zéro, on va dire. Il y avait aussi cette absence de Djokovic, évidemment, qui ouvre le tableau, mais pour tout le monde. C'est évident que l'absence de Djokovic ouvre le tableau pour tout le monde, comme elle l'a ouvert le tableau à l'Open d'Australie. C'est sûr, comme l'absence des Russes a ouvert le tableau pour certains à Wimbledon. C'est sûr, mais ça, c'est une occasion qu'a saisi Casper Ruud. C'est pas de sa faute si jamais Djokovic ne joue pas l'US Open. C'est pas de sa faute si les joueurs contre qui il est censé jouer perdent. Et puis là, je rappelle quand même qu'il a un 3e tour qui était très 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 piège. Il aurait pu sauter au 3e tour contre Tommy Paul, qui a fait un très bon match, a été peut-être l'un des meilleurs matchs, on va dire l'un des top 5 des matchs de cette US Open, parce que le Tommy Paul Casper Ruud était vraiment un super match, un 5-7, et Casper Ruud dans le 5e set, il tremble pas, il lui colle 6-0. Il lui colle 6-0. Alors après, en 8e, oui, il tombe sur Corentin Moutet, mais Corentin Moutet jouait très très bien, même s'il était un petit peu éteint pendant 2 sets. Il jouait très très bien avant le match face à Ruud. Face à Ruud, c'était vraiment un match catastrophique. Il a réussi à endormir Ruud dans le 3e set avant de perdre le match. En quart, il joue Berrettini, qui revenait bien. Berrettini, quand même, il faut aller le chercher. Il lui colle 3-7. Demi-finale face à Khachanov, qui était on fire, qui a battu Carreño Busta, qui était, on va dire, l'attraction de cet été. Et Kyrgios, qui était l'attraction depuis Wimbledon. Il va battre les deux, Khachanov. Il arrive sur Casper Ruud. Et il se fait éteindre par Casper Ruud. En fait, Casper Ruud ne paye pas de mine, mais il arrive à éteindre ses adversaires. Il arrive à les enfermer dans son style de jeu, et ça c'est très bien. Ça paye pas de mine, mais c'est pas de sa faute. Il a son style de jeu à lui, Nadal a son style de jeu à lui, Djokovic a son style de jeu à lui, Federer a son style de jeu à lui. Alors ça ne plaît pas à certains, c'est sûr, mais si ça plaît pas à certains, tu regardes pas les matchs de Casper Ruud. On interdit personne, on oblige à personne de regarder des matchs de Casper Ruud. C'est chacun regarde les matchs qu'il a envie de voir. Là, Casper Ruud Alcaraz, moi, honnêtement, cette finale, j'ai très 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 envie de la voir. Parce qu'il y a une histoire, évidemment, cette finale. Il y a l'histoire de Casper Ruud, qui est un petit peu décrié comme un joueur qui a remporté que des ATP 250, qui fait mine de rien quand même sa 2e finale en Grand Chelem. Quand même, 2e finale en Grand Chelem, il faut le dire. Une de plus que Tsitsipas, une de plus que Berrettini, une de plus que Zverev, une de plus que Jo-Wilfried Tsonga, même si Jo-Wilfried Tsonga c'est l'époque évidemment d'avant. Mais voilà, il fait sa 2e finale en Grand Chelem, et on a
De l'autre côté, cette pépite espagnole dont tout le monde parle évidemment, même si certains disent qu'il est quand même surcoté, ça aussi je ne comprends pas, qui peut aller remporter lui aussi son premier Grand Chelem, son premier US Open, devenir numéro 1 mondial en plus dans la foulée. C'est une très belle histoire. On a un match qui est en plus pour la première place et pour le premier Grand Chelem. Je trouve ça fabuleux. Et je pense que certains ne se rendent pas compte et sont plus dans la haine de se dire mais Casper Ruud, c'est pas un beau numéro 1 mondial. Alors que déjà, c'est même pas fait. C'est même pas dit que Casper Ruud sera numéro 1 mondial lundi. Ça peut être Carlos Alcaraz. En tout cas, c'est sûr que les deux seront 1 et 2. Si Ruud perd en finale, il sera numéro 2 mondial. Si Ruud gagne, il sera numéro 1. Et pareil pour Alcaraz. Si Alcaraz gagne, numéro 1. Si Alcaraz perd, numéro 2. Et Nadal, numéro 3. C'est le nouveau trio, évidemment, parce qu'ils sont tous tombés. Hein. Djokovic, il perd ses 1200 points. Zverev, il perd ses 720 points. Et Medvedev, il perd ses 2000 points, alors même s'il en récupère un tout petit peu, il en récupère 180, mais 180 par rapport à 2000 points évidemment, je vous fais pas la soustraction, mais ça fait quand même beaucoup de points perdus pour Daniil Medvedev. Casper Ruud, en plus je trouve que lui, il a un truc quand même dont peut-être on se rend pas compte, mais non, il progresse. Il progresse parce qu'il y a quelques années encore, c'était juste un joueur de terre battue. Il était bon que sur terre battue, il était dangereux que sur terre battue, et depuis maintenant peut-être 1 an et demi, il est bon maintenant sur dur. Gazon, c'est très compliqué. Franchement, gazon, j'ai du mal à le voir bien jouer sur gazon un jour. Mais il arrive à très bien jouer sur dur. Il fait de très bons résultats sur dur. Contre Kyrgios notamment, qu'il avait clashé à un moment en disant que c'était juste un joueur de terre battue. Et bah, mon gars Kyrgios, Ruud, il a fait une finale en Grand Chelem sur dur. Toi, t'en as pas fait. Voilà, ça au moins c'est dit. Il a fait une finale aussi en Master 1000, comme Nick Kyrgios. C'est vrai. Qui perd d'ailleurs face à Carlos Alcaraz à Miami. Contexte différent, je trouve, parce que Ruud, déjà, je trouve, jouait pas si bien que ça, mine de rien, à Miami. Là, je trouve qu'il joue beaucoup mieux. Il sert très bien. Son revers, il a vraiment progressé en revers. Et Alcaraz avait un peu cette insouciance qu'il avait en finale de Miami. Et je ne suis pas sûr qu'il aura la même insouciance là pour cette finale de l'US Open, parce que c'est un contexte totalement différent. On passe d'un Master 1000 à un Grand Chelem. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche. Il a un jour off là pour récupérer. Comment il va récupérer physiquement? Parce que 5h15 face à Sinner, plus de 3h30 face à Silic, 4h20 je crois face à Tiafoe. Il y a quand même, il y a plus de 15, il y a quasiment 15 heures dans les pattes en 3 matchs. Là où Ruud, depuis quelques matchs, il est tranquille entre guillemets. Donc Ruud physiquement est en meilleur état que Carlos Alcaraz. Je dirais quand même plus que ça joue sur le tennis plutôt que sur le physique, parce que voilà, ça joue sur le physique, on va encore dire ouais, nanana, Casper Ruud, il gagne une finale au rabais. Mais s'il la gagne la finale, eh ben, il l'aura gagné, il aura mérité son titre, il n'y a pas de il mérite pas son titre. S'il gagne ces 7 matchs pour remporter l'US Open, eh ben, il aura remporté son Grand Chelem. Et au moins on pourra dire que la Next Gen aura remporté un Grand Chelem. Il y a Medvedev qui a remporté un Grand Chelem, on pourra dire que la Next Gen aura remporté un Grand Chelem. Ce sera pas Tsitsipas, ce sera pas Berrettini, ce sera pas Hurkacz, ce sera pas même Khachanov, qui peut faire partie un petit peu de cette nouvelle génération, ce sera Casper Ruud. Honnêtement pour cette finale, je pense que sur le plan tennis, Alcaraz évidemment est meilleur que Casper Ruud. Mais mine de rien, sur le plan mental, je me pose une petite question sur l'approche de la finale. Casper Ruud a déjà fait une finale et il a cette expérience de la finale pour lui. Alors même s'il s'est fait désosser par Rafael Nadal, ça aussi il s'est fait critiquer parce qu'il s'est fait totalement défoncer par Rafael Nadal. Mais qui ne se fait pas défoncer par Rafael Nadal en finale de Roland Garros? Honnêtement, dites-le moi. Dites-moi qui ne s'est pas fait défoncer une seule fois par Rafael Nadal en finale de Roland Garros. J'ai pas de nom. À part Puerta en 2005, c'est la première finale de Rafael Nadal. Derrière, Federer, il se fait désosser en 2008. Djokovic, il se fait désosser en 2020. Wawrinka, il se fait désosser en 2017. Thiem, il se fait désosser en 2018. Voilà. Honnêtement, tout le monde se prend une raclée par Rafael Nadal en finale de Roland Garros. C'est bien connu. Federer s'est pris une fessée aussi en 2013, évidemment. Tout le monde s'est pris une fessée. Soderling, bah non, il n'y a pas eu de Soderling. Soderling 2010, finale face à... Oula, ça à revoir. Oula, j'ai un gros blanc, un gros doute. Il joue Nadal en finale, Soderling joue Nadal en finale en 2010, puisqu'en 2009, il bat Nadal en 8ème et il perd contre Federer en finale. Je crois que 2010, c'est l'inverse. Il bat Federer en quart et il perd contre Nadal en finale. C'est à voir, c'est... Peut-être, je pense que c'est ça, mais peut-être. En tout cas, voilà. Tout le monde se fait battre par Nadal en finale à Roland Garros. J'espère en tout cas avoir une très belle finale. Pas une finale à sens unique où ça fait 6-2, 6-2, 6-2 pour l'un. Ou alors, voilà, je préfère avoir une très belle finale. Une finale avec au moins 4 sets et que le meilleur gagne. Honnêtement, que le meilleur gagne.
Un numéro 1 mondial, franchement, ce sera un vent de fraîcheur, ça sera vraiment cool. Ce sera le numéro 1 mondial né le plus tard, quoi qu'il arrive. Parce qu'Alcaraz est né en 2003 et Ruud est né après Medvedev, donc ce sera un numéro 1 plus jeune, on va dire, ce sera le numéro 1 le plus jeune en termes d'années de naissance. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.